Donc, les communications libres, maintenant, vont commencer avec la première communication de Jacques Bringer concernant la réflexion éthique, un vecteur de sens et de pertinence dans nos pratiques. Alors, je rappelle que Jacques Bringer est président du Conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique. Ceci étant, les présidences et les directions, etc., c'est parfois un peu compliqué au niveau des espaces de réflexion éthique. Voilà. Jacques, à toi. Merci de votre accueil ici, dans cette salle absolument splendide. Le sens au travail. On entend partout la crise des personnels du sanitaire, la crise des soignants, certes une crise de revenus, mais une crise de perte de sens. Mais on l'entend partout. Aujourd'hui, les crises dans les emplois, au travail, s'attachent toujours au mot perte de sens. Alors, en écoutant et en lisant, les raisons de la satisfaction au travail, 3 ressortent tout le temps, dans toutes les enquêtes. La première, c'est utilité sociale. Est-ce que je suis utile ? Chez les jeunes, ça revêt une valeur particulière. Capacité de développement personnel, avec le flou un peu de cette définition, développement personnel, réalisation de soi, mais aussi certainement des aspects financiers progressifs, valorisants. Et puis arrive le respect des valeurs éthiques. Alors nous savons qu'en soins, en santé, au travail, ces valeurs éthiques s'énoncent sous la forme de ces 4 principes, mais surtout du fait qu'il s'agit d'une réflexion collégiale. Et le mot collégial devient un élément du sens du travail et de l'emploi que l'on exerce. Augmenter le temps de travail autonome et responsable. C'est très frappant. Actuellement, dans des débats sur bien des endroits, naît une nouvelle initiative qui est de dire ce qui tue les gens, ce qui les exaspère, c'est le travail subordonné. Subordonné, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est une avalanche qu'il faut assumer tous les jours de reporting, de procédures normatives. En quelque sorte, on vient de réaliser que le bonheur ne pouvait pas exister en remplissant des tableaux Excel. C'est une grande découverte. Quoiqu'une génération qui apprend à jouer aux jeux vidéo 5 heures par jour dès l'âge de 4 ans a quelques aptitudes pour remplir plus vite que moi des tableaux Excel. Mais quand même, je crois qu'il faut réfléchir chacun à notre place, chacun dans notre emploi de cadre, à essayer d'augmenter le temps moins subordonné. Et donc, il faut des actions concrètes pour réduire ce temps qui est totalement sous la directive et retrouver dans le fond son cœur de métier. C'est ce que ressentent tous les gens de terrain qui nous le disent. En quoi la réflexion éthique favorise le sens et par là le lien social. L'éthique, tout le monde le sait, vise à éclairer, guider ceux qui soignent, ceux qui accompagnent, ceux qui aident, parce qu'elle questionne très bien, dans la démarche, sur la vraie valeur et la priorisation de nos choix.
Le gros problème aujourd'hui dans les hôpitaux, je le vois tous les jours, c'est que les tableaux de remplissage des données ne priorisent plus rien. Tout est pareil. On avait avant ce qu'on appelait la liste des problèmes. Problèmes chauds, actifs, brûlants. Problèmes qui peuvent attendre. Problèmes inactifs à ne pas oublier parce qu'ils peuvent se réactiver. Aujourd'hui, tout est pareil. Le tableau a rendu une uniformité dangereuse pour le soin. Une fois qu'on a dit ça, la réflexion éthique change tout cela. Elle sort du tableau Excel. Elle sort de la norme. Elle donne du sens à ce que chacun fait, bien sûr, dans les situations complexes. Il ne faut pas dénigrer les données qui sont essentielles aujourd'hui, mais il y a une part d'incertitude. Et donc, dans cette part d'incertitude, vous le savez tous, l'éthique est fondamentale. Les choix sont imparfaits dès que c'est complexe. Parce qu'il y a le doute et parce que tout dépend du point de vue où on se place. Qualité de vie, durée de vie, telle complication au lieu de telle autre. Et donc, il faut choisir en respectant le point de vue de ceux qui n'ont pas, par leurs compétences ou leur analyse, la même vision. C'est ce que disait Jean-Michel Bruel, le partage. Il n'y a pas un meilleur guide de la décision partagée que la réflexion éthique. Si on dit je veux mettre un malade, une personne au sein de la décision, c'est l'éthique qui le permet quand elle est appliquée. Enfin, je le crois, pour chacun de nous, la pluralité des analyses, la confrontation de nos convictions, de nos consciences, protège de verser dans la croyance, l'idéologie, le simplisme, où on règle par oui ou par non. C'est à la mode, excusez-moi. L'idéologie est toujours là. Elle est à la porte, elle revient. On en ferme une, il sort le transgenre. Et quand le transgenre disparaîtra, il sortira une nouvelle idéologie. L'idéologie, c'est le mal. Parce que c'est le simplisme. Donc la réflexion éthique, moi je crois qu'il faut en revenir, je cite toujours cela, à la triple attente de la personne soignée. Donnez-moi accès à des soins de qualité, c'est-à-dire accessibilité, compétence et pertinence. Compétence et pertinence, c'est pas pareil. La pertinence dépend de la compétence du médecin, alimentée et nourrie par l'expérience du patient et par d'autres choses, dont la réflexion éthique dans les problèmes complexes. Mais c'est vrai qu'il faut bénéficier des soins de progrès. Personne ne peut discuter les soins de progrès et leur place aujourd'hui. Tenir compte de la médecine d'épreuve, mais pas que. On s'illusionne. Je ne vais pas faire une démonstration de la médecine d'épreuve face à un expert de l'HAS du plus haut niveau. Mais la médecine d'épreuve, c'est simplement un guide pour dire dans la situation de l'essai clinique où tout a été contrôlé, où on a sélectionné certains types de patients, le traitement que je donne dans cette situation précise, si elle est respectée, fait plus de bien que de mal. C'est tout. 60% de bien, 20% de neutre, 20% de mal, et c'est bon. Il y a l'autorisation de mise sur le marché. Donc il faut ouvrir l'œil quand même, puisqu'il y a 20% de mal. Et donc il y a une déviance de la médecine d'épreuve. Ce n'est pas une injonction, c'est une recommandation passée au filtre
entre autres de la réflexion éthique. Il en est de même des procédures, des référentiels, des recueils de données. Finalement, le risque de tous ces référentiels, c'est de ne plus personnaliser. On sait où ça mène. C'est de ne plus penser. Et je vous rappelle que penser ce que l'on fait, c'est l'essentiel de l'éthique. Prenez soin de moi et d'abord, faites-moi participer à la décision. Qualité relationnelle, souci de la personne, soulagez-moi, soutenez-moi, j'insiste pas. Mais ce que nous disent fortement les personnes vulnérables et handicapées, ce que vous faites pour moi, faites-le avec moi. Et notamment la voix du handicap sur ça est absolue. Et quand on aborde la fin de vie, il faut écouter ce que disent les personnes lourdement handicapées. Il ne faut pas écouter uniquement des lobbies. Il faut voir les points de vue qui doivent nuancer ce qu'on va proposer, même si, bien sûr, ça peut évoluer. Facilitez-moi la vie, c'est très important. Coordonner mon parcours, bref, améliorer ma qualité de vie. Tout à l'heure, on l'a vu, il y a un coordonnateur de maison de santé, mais il faut des coordonnateurs de parcours de soins. En gros, la maladie ou le handicap, on en arrive à la pertinence de la médecine et du soin. Et je vous le disais, la pertinence, c'est une association de trois choses. C'est la personnalisation de la décision, qui dépend de trois profils, trois analyses, on peut dire, que devrait faire tout médecin et toute équipe. Profil de la maladie elle-même, profil de sa sévérité, de son ancienneté, etc. Profil de la personne, il n'y a pas que l'âge, il y a la priorité de vie, le mode de vie. J'ai écouté il y a 2 jours quelqu'un qui me disait qu'il avait été soumis à un traitement incompatible avec son mode de vie. Qu'est-ce que c'est cette indication? Une indication que sur la maladie. C'est pas possible. Il dit, lui, moi, mon mode de vie m'interdit ce traitement. Je ne peux pas. Et il y avait des raisons de le regarder. La personnalité, donc, le profil de l'environnement, le milieu, la vulnérabilité. Ensuite viennent l'annonce, qui est intimement mélangée, associée temporellement au partage de la décision. Annonce avec tact et partage de la décision sont indissociables. Et donc, c'est avec le patient, avec les familles. N'oublions surtout pas les aidants, car si on les exclut, on exclut un soutien à la vulnérabilité, l'équipe de soins, la pluralité des angles vus. Et donc, pour finir, oui, le questionnement de lucidité et non de conviction, qui est l'essence même de l'éthique, c'est-à-dire cette collégialité qui discute, pas pour tourner en rond, pour arriver à une décision qui ne sera pas obligatoirement la décision de tous, mais peut-être d'un, qui a la responsabilité suprême, mais après que tous aient compris le cheminement de la décision. Alors, la bienfaisance, vous savez tous ce que c'est, accessibilité, compétence. La phrase de Jean Bernard est pour moi absolue. L'humanité, même sincère, qui masque l'incompétence, est dangereuse. C'est définitif. C'est anti-éthique. Vous pouvez être très humain, on ne vous pardonnera jamais d'être incompétent. Ne jamais oublier ça. Ensuite, ce qu'on vient de dire, on décide en personnalisant sur 3 profils, sur des questionnements éthiques. Mais par exemple, les handicapés nous disent, et ça, il suffit de les écouter, et moi, ma plus grande valeur du soin à domicile, c'est la ponctualité de ceux qui viennent me soigner. Je suis tétraplégique. J'attends le matin. Je me prépare à partir de 5h30 du matin pour aller travailler
à 8h ou 8h30. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai un petit qui a un truc, je ne viens pas. » Et je suis sur moi, c'est une maltraitance terrible. Donc la ponctualité, dans certains cas, est une valeur éthique majeure. La responsabilité, il n'y a pas d'autonomie de quiconque sans responsabilité. Celui qui réclame l'autonomie et qui dit il n'y a qu'à, il n'a aucune responsabilité, il n'a pas droit à l'autonomie. L'autonomie égale responsabilité. Les pays anglo-saxons d'origine protestante l'ont parfaitement comprise. On est autonome, mais on est responsable. Enfin, la non-malfaisance, grand principe. La première malfaisance involontaire, c'est de décider à la place du patient alors qu'il y a des doutes. Et sans questionnement éthique. Je ne parle pas d'une angine, je ne parle pas de petites choses, je parle de situations plus complexes. La maladie chronique, par exemple. Et donc, il y a des malfaisances, nuisances liées aux soins, vous les connaissez tous, ça va de l'effet indésirable à l'erreur en soins, mais surtout, il y a la malfaisance liée à la relation. Et par exemple, en télémédecine, téléconsultation, on sait maintenant que non seulement, M. Morfoise, on donne trop d'arrêts de travail. C'est la faiblesse de la téléconsultation. On est derrière l'écran, on règle les problèmes avec l'arrêt de travail. Mais on sous-estime la souffrance des autres. C'est un des grands éléments de la téléconsultation. Bon, le temps pressurisé, le temps de soignants pressés, bien sûr, mais ce que disent les soignants, et je terminerai par ces quelques éléments, c'est qu'ils ne reprochent pas le manque de temps, souvent. Ils reprochent le manque de présence dans le temps où le médecin ou le soignant est là. C'est pas pareil. Vous êtes à moi et tout à moi pour ces 5 minutes. Sinon, il n'y a pas de présence. La maltraitance, malheureusement, c'est consubstantiel de la dépendance. Dès que quelqu'un est dépendant, il peut être maltraité. Expérience personnelle. Vous pouvez être après un accident de voiture, après avec un membre cassé, vous dépendez des autres. Donc vous pouvez être maltraité. Et le mode d'organisation, les logiques administratives rigides, la manière de concevoir l'équilibre financier peuvent être source de maltraitance. On a vu des exemples récents. Mais je crois surtout que dès qu'on parle de vulnérabilité, de précarité, de fragilité, tout ça intriqué, c'est peu compatible avec la productivité. Je crois que dans la médecine de la cataracte, on peut produire. Vous voyez, 10 types à la chaîne et on produit. Ce n'est pas très grave si c'est techniquement au point. C'est peut-être vrai pour des polypes. Ça ne marche plus si on est dans la dépendance. Et donc, il faut faire très attention de prendre le temps de percevoir les préférences des personnes dépendantes, qu'elles soient exprimées verbalement ou exprimées par des attitudes non verbales. On le voit beaucoup, bien sûr, dans certains types de handicaps et il faut être à l'affût de ça. En fait, la vulnérabilité, quand elle augmente, entraîne obligatoirement une perte d'autonomie. Il faut le regarder en face. C'est une équation. Mais plus ou moins. Et la protection des plus vulnérables a tendance à accroître très vite cette perte d'autonomie. Au nom de la solidarité, au nom de la sécurité surtout. Dès que quelqu'un est dépendant, je vais te sécuriser. Et tu ne pourras plus rien faire. Et
c'est un danger réel, quotidien. Et donc, pour terminer, protéger et sécuriser les vulnérables, je voudrais insister là-dessus, c'est un exercice quotidien du médico-social. Vous le savez tous, ça a été pire dans le Covid. L'atteinte à la liberté ne peut plus être globale, même au sein d'un établissement. Elle doit être parcellisée. Sinon, c'est de la dictature de la prévention. Et donc, c'est une perte d'autonomie généralisée. Et donc, les questions, nous les connaissons. D'ailleurs, le Conseil d'État les a très bien formulées. Premièrement, est-ce que ce que je prends comme décision de réduction de liberté, est-ce que c'est vital ou généré par la peur des soignants ou d'un membre de la famille? Est-ce que c'est un impératif sans alternative? L'alternative étant à rechercher pour ne pas assujettir. Proportionner, ce n'est pas tout ou rien. Quelle sortie, quelle possibilité? Temporelle, combien de temps? Jamais une interdiction sans temporalité, nous dit le Conseil d'État. Quel appui pour affronter, accompagner, moduler en fonction du risque les équipements? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut modifier quelque chose? Adapter en fonction du choix des familles. Et je voudrais, pour conclure, dire que dans cet exercice très quotidien des équipes, sur l'attitude à avoir sur les personnes vulnérables, sécurité, liberté, il faut que ce soit expliqué, concerté, compris, c'est pas sûr, mais ça peut l'être souvent. Accepter, c'est tout autre chose. Mais au moins, on sera sûr d'avoir confronté toutes les visions. Et c'est ça l'exercice de l'éthique. Je vous remercie. Merci Jacques. Je vous propose qu'on prenne les questions à la fin. Et donc, on va passer à la présentation de Laurent Schmitt. Donc, Laurent Schmitt qui préside la CRSA et qui va nous parler de la crise de la mission soignante et l'attractivité. Bon, je vais vous demander un peu d'indulgence parce que je crains d'enfoncer des portes ouvertes avec beaucoup d'allégresse, mais quand même. La médecine a perdu une vision romantique, celle d'Ambroise Paré, celle de l'infirmière à la lampe qui, la nuit, va vérifier l'état de santé de ses patients, celle du petit Alsacien frappé par la rage, puis les moujiks qui vont aboutir au développement des instituts Pasteur dans le monde, et un impitoyable pragmatisme, je ne veux pas trop regarder Michel, s'est abattu sur elle. Donc je voudrais aborder 3 points. Un point de constat, je vous prie de m'en excuser, les effets sur l'attractivité et le maintien dans la fonction soignante et un certain nombre d'enjeux immédiats. Le premier constat, c'est que nous avons affaire à une génération, la génération Y, qui a une vision, j'enfonce des portes ouvertes, très différente du monde professionnel que beaucoup d'autres. Et sans décliner, c'est une génération qui cherche de la liberté, de l'autonomie et qui a une mobilité extrême. Un autre facteur de cette crise soignante, c'est la délégation de tâches. Si on regarde un médecin de famille, il peut avoir maintenant un remplaçant, un docteur junior, un SASPAS, et tout ce monde peut exister dans le cabinet. On a parlé du case manager, mais qui n'a pas forcément de responsabilité thérapeutique. Et puis, finalement, le patient, ce qu'a très bien dit le doyen Bringer, c'est se demander, mais qui est responsable de moi ?
Je ne vais pas insister sur la notion de soins dégradés dans le Covid, parce qu'elle parle d'elle-même et que dans de multiples établissements, un certain nombre de personnes ont dit on fait moins bien, on n'a pas les moyens de faire, ou finalement on ne fait pas ce qu'on nous a pris. Juste un mot sur l'anhistoricité. Finalement, les personnes dont nous avons la responsabilité, elles ont une histoire, elles ont une trajectoire, et à force de changer de référent, de praticien, le malade, ça a déjà été dit, est plus perçu comme une pathologie que comme un être humain dans un parcours de soins. Dernier point, on n'enseigne pas la notion d'échange pluriprofessionnel. En d'autres termes, aucun d'entre nous, je pense, n'a appris à poser le périmètre de son action, à poser les zones de transition avec d'autres professions, infirmières, kinés, psychologues et odontologistes, pharmaciens, ainsi de suite. Et ces échanges pluriprofessionnels ne s'imposent pas comme quelque chose de naturel. Et on a fabriqué ces cadres de santé Excel qui, comme tout le monde sait, connaissent parfois moins bien les patients que nos anciennes surveillantes, je sais que j'emploie un vocabulaire qui n'existe plus, mais qui connaissent généralement bien tout à fait toutes les compatibilités de l'Excel. Dernier point, le médico-social fait partie des oubliés du Ségur. Et donc, on sait qu'il y a toute une série de professions qui ont un rôle déterminant et majeur et qui n'ont pas été pris dans la dynamique du Ségur. Alors, c'était les constats. Maintenant, qu'est-ce que ces constats entraînent sur la mission soignante ? Je crois que le travail de soignant n'est pas un travail facile, je crois que vous pouvez en témoigner toutes et tous. Il y a des maladies incurables, il y a des deuils, il y a des situations familiales qui sont des fois extrêmement dures, et tout ceci a un effet corrosif sur le soignant. En d'autres termes, au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui devient difficile. Cette pénibilité et cette charge mentale ne sont pas pris en compte actuellement. En d'autres termes, aucun espace de soutien, de discussion ou d'élaboration. Ce compagnonnage n'est pas un compagnonnage uniquement technique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne se limite pas à vérifier qu'un geste est bien réalisé. C'est un compagnonnage humain, c'est-à-dire quand vous avez une aide-soignante ou une infirmière qui tout simplement pleure parce qu'elle a perdu son patient, eh bien, ce n'est pas de lui dire « Ah, mais tu verras, on s'y fait, on se blinde au fur et à mesure du temps », mais de lui dire « Voilà, c'est quelque chose qui est important et il faut en parler ». Bon, la question de l'intérim, je passe vite, tout le monde connaît le sujet, c'est pas du tout... mais on peut le prendre non pas sur la question de l'aspect financier, mais sur le besoin d'une génération d'être mobile et de ne pas avoir trop de contraintes. Et c'est comme ça qu'il faut lire l'intérim, c'est-à-dire je n'ai pas une responsabilité prolongée et donc j'ai une certaine souplesse. L'épuisement, le burn-out. J'appartiens à un établissement, et j'en suis très fier, qui a mis en place des espaces de ressourcement. Avec juste un petit paradoxe, c'est que pour aller dans ces espaces de ressourcement, il faut que sur votre planning, ou il faut que dans votre roulement, vous ayez le temps d'aller dans l'espace de ressourcement, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Et donc, il y a un premier paradoxe. Et alors ne voyez pas de causticité dans mon propos, je répète, je suis très fier de mon établissement. Mais quand même, je me dis, mais quand est-ce qu'on y va ? D'ailleurs, il est la plupart du temps, en tout cas celui que je croise à l'hôpital Purpan, souvent il est vide, l'espace de ressourcement. Autre aspect, c'est que lorsque l'on s'intéresse à la qualité de vie au travail, il y a beaucoup d'éléments pragmatiques, pas beaucoup d'éléments humains. Et donc je me suis permis
de prendre les 30 leviers pour agir ensemble dans l'APHP, document signé par Nicolas Revel, qui est authentiquement excellent parce qu'il donne toute une série de mesures utiles, mais à aucun moment on ne voit l'aspect humain apparaître. Alors je ne vous le décline pas, les crèches, les rythmes, les outils informatiques, les tâches administratives, tout ça c'est très bien. Mais à un moment se dire que peut-être que les soignants sont en burn-out parce que c'est dur, ça n'apparaît pas. Alors, quels sont les enjeux immédiats? Et j'en arrive à peu près à la fin de mon propos. Tout d'abord, rappeler que la mission soignante est une mission qui est bien sûr noble, qui vous valorise, et quand on dit, mais on s'interroge sur le sens de notre travail, je me dis, oui, mais si j'étais alors postier, ou je m'interrogerais encore plus. Les équipes soignantes se renforcent mutuellement, et donc le sens de la mission, il faut simplement le rappeler régulièrement, parce que je pense qu'il y a des générations qui l'oublient ou qui ont besoin peut-être qu'on le leur explicite. La stabilité des équipes, et là j'ai le sentiment de dire des lieux communs. Allez dans les urgences d'un CHU et vous allez voir les roulements permanents de personnel qui font qu'il est très rare qu'une infirmière y reste plus de 2 ou 3 ans. Et je suis assez large dans mon propos. Cette stabilité des équipes, si elle n'existe pas, empêche toute forme et de compagnonnage et, d'une certaine manière, d'endosser les chocs. Quand on voit le nombre de rappels sur les week-ends, de congés supprimés, on comprend tout de suite comment des équipes sont mises à mal. La valorisation de l'investissement professionnel individuel est sans doute une manière d'aider les équipes par l'aide de chacun de leurs membres. Et puis, comme on ne peut pas faire que des constats, je pense qu'il y a une possibilité de création d'espaces de parole et de supervision de pratiques. Vous savez que les psychiatres se sont beaucoup intéressés au groupe Balint. Balint était quelqu'un qui a dit, dans l'exercice médical, il y a des choses dont il faut discuter, qu'il faut partager, parce qu'elles entraînent des vécus, des attitudes, des réactions qui sont parfois, qui nécessitent une réflexion. Eh bien, je crois que quelque chose qui serait un dérivé de ces groupes Balint, qui permettrait à des équipes d'hématopédiatrie de pouvoir à un moment se poser face au nombre de décès d'enfants, à des équipes de réanimation quand il y a 2 ou 3 morts ou des équipes de soins intensifs, vous mettez la discipline que vous voulez, qui donneraient un temps. Alors la psychiatrie n'a rien à faire là-dedans, c'est-à-dire un temps où avec des gens expérimentés, on discute de ce qui s'est passé et de ce qui existe, eh bien ça serait un facteur d'attractivité et de maintien. Et j'en arrive à ma conclusion. 1. Le code génétique des générations qui rentrent dans le soin, c'est-à-dire les générations Y et bientôt Z, s'est modifié. En d'autres termes, on ne peut pas uniquement réfléchir sans les associer et prendre en compte leur désir de liberté, leurs difficultés dans certaines circonstances, et cette réflexion doit être menée avec cette génération. Deuxièmement, le plus facile, c'est d'avoir des mesures pragmatiques. Et on a vu, par exemple, que l'assistance publique en a énoncé toute une série. Elles sont nécessaires, parce que le plus souvent utiles, mais elles ne sont pas suffisantes. Et il y a des attentes très importantes dans les équipes sur le partage des difficultés, le bien-être psychique, la réflexion sur le sens de cette action. Et lorsqu'on ne prend pas ces éléments en considération, eh bien, on a ce que vous connaissez tous et ce que nous connaissons au quotidien, des départs,
des gens qui vous disent maintenant je vais faire le tour du monde, maintenant je change de métier, je deviens autre chose, alors qu'ils participent à un des métiers les plus beaux du monde. Merci pour votre attention. Merci Laurent. Je crains que la modification du code génétique soit de l'épigénétique liée à leurs parents, c'est-à-dire à notre génération. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, je vais demander à Madame Françoise Fournier, qui est du comité d'éthique hospitalier de Carcassonne et qui est, je crois, une professeure de philosophie à la retraite. C'est cela. Donc, qui va nous parler des valeurs dans le soin, mesurer l'incommensurable. Je ne suis pas sûre de bien mesurer mon temps. Alors, le titre... le titre, c'est « Mesurer l'incommensurable » avec un point d'interrogation. Dans le cadre d'une réflexion critique sur les valeurs dans le soin, l'oxymore « mesurer l'incommensurable », même introduit sous forme de question, peut paraître incongru. Pas tellement plus outrancier, cependant, que l'injonction contradictoire au programme d'un chercheur en gestion hospitalière qui proposait de gérer la singularité à grande échelle. Ces deux énoncés paradoxaux figurent un concentré de la virulence de l'égarement qui s'est emparé de notre monde et semble le précipiter vers sa fin. Car la pandémie de Covid, la guerre au cœur de l'Europe, la dévastation bientôt irrémédiable de la planète ne sont que les symptômes d'un mal plus grave qui atteint l'humanité dans sa respiration essentielle, dans sa capacité à parler et à penser au-delà de l'information et du calcul. Il est possible, comme le suggère le philosophe Jean-Luc Nancy, qu'il soit nécessaire d'agir sur cette pathologie profonde et qu'il faille se mettre en quête d'un vaccin contre la réussite de la domination de l'autodestruction dans une humanité dépassée par les événements et les situations qu'elle a produits. Faute de quoi, la vie humaine, comme toute vie, pourrait toucher à son terme. Après une vingtaine d'années de politique d'austérité et de gestion managériale, qui n'ont cessé, tout gouvernement confondu, d'affaiblir et de détruire l'hôpital en tant que service public, la pandémie aurait pu être une chance de repenser et de refonder notre système de santé sur ses valeurs essentielles. Les soignants l'appelaient de leur vœu jusque dans la rue. Ce fut pourtant un terrible coup de semonce pour rien. Pendant et après le confinement, on a beaucoup glosé sur l'après-Covid. Qui ont ? Les soignants, bien sûr, les gens bouleversés par le décompte journalier des décès, mais aussi les décideurs et les gouvernants. 2 ans après, où en est-on ? Rien ou presque n'a été entrepris. Et l'hôpital public s'effondre. Des services ferment, les urgences sont incapables de faire face aux épidémies saisonnières. Les patients meurent sur des brancards dans les couloirs sans soins après de longues attentes. C'est ce que l'on nomme, paraît-il, les décès inattendus. De nombreux soignants, découragés par leurs conditions de travail, démissionnent. L'après-Covid ressemble furieusement à l'avant-Covid. Pourtant, l'angoisse devant un système mondial qui s'emballe et semble incontrôlable reste partout extrêmement forte. Il suffit d'ouvrir un journal pour constater que les problèmes s'aggravent, que les solutions envisagées sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre et que l'épuisement physique et moral marque sévèrement un grand nombre de soignants. Beaucoup continuent toutefois à lutter pour que soit effectif le pacte social par lequel la nation garantit à tous la protection de la santé. La mise en œuvre de la solidarité nationale suppose que s'installe une dynamique favorable à la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que soit reconnue
les menaces et lever les blocages qui mettent en péril l'organisation collective de la santé. Péril que la loupe grossissante de la pandémie a brutalement exposé à tous. Comment en est-on venu là? Comment, malgré les incontestables avancées de la technoscience médicale, en sommes-nous arrivés à ce cercle vicieux? Plus nous savons soigner, plus il y a d'affections complexes et rebelles, et moins il est possible de laisser faire la nature. La technoscience a décomposé nature et surnature en espérant améliorer l'humain. Nous avons imaginé être devenus tout-puissants. En même temps, le progrès a mis le monde entier au régime de la valeur marchande, d'un accroissement considérable de l'écart entre une richesse qui s'accroît d'elle-même et la pauvreté que cet accroissement produit comme son résidu et son déchet. Comment comprendre cet enchaînement mortel et comment lui résister? La science moderne, initiée par Descartes, vise à donner à l'homme rationnel la maîtrise de la nature. Au début du XVIIe siècle, l'œuvre de Descartes se présente comme un projet délibéré et cohérent de réformer de fond en comble la connaissance humaine en l'ajustant au niveau de la raison. Après avoir inventé la géométrie analytique, c'est-à-dire la réduction de la géométrie à l'analyse, comme ça a été rappelé ce matin, Descartes voit dans les mathématiques le modèle de la pensée vraie, modèle pour la définition des notions, modèle pour la démonstration des propositions. Notre faculté de connaître, la raison, doit donc devenir la mesure de tout ce que nous connaissons, le tribunal devant lequel tout doit comparaître pour y être jugé. Cette révolution du savoir vise d'abord à lui donner la certitude qui lui manquait dans l'éclatement des genres et des différentes disciplines depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge. C'est leur caractère de généralité qui rend les mathématiques susceptibles d'une application universelle. La conception cartésienne d'une mathématisation de l'univers, c'est-à-dire d'une science générale qui explique tout ce qu'il est possible de chercher touchant l'ordre et la mesure, prend appui sur ceci que les mathématiques ne considèrent rien d'autre dans leurs objets que les divers rapports ou propositions qui s'y trouvent. Descartes d'ailleurs précise « Il finit par devenir clair pour moi que seules les choses et toutes les choses dans lesquelles c'est l'ordre et la mesure que l'on examine se rapportent à la mathématique. Peu importe que cette mesure soit à chercher dans des nombres, des figures, des astres, des sons ou quelque autre objet. Il y a là, en quelque sorte, l'acte de naissance de la physique mathématique qui corrobore la déclaration de Galilée, la nature est écrite en langage mathématique. Descartes voit l'homme comme un être doué de raison, capable de se penser et de penser sa place dans l'univers. Précisément, il reconnaît à l'homme, grâce à l'usage de la raison, la possibilité d'établir un savoir qui peut s'universaliser. Ainsi se dessine la position du sujet rationnel, autonome, responsable, capable, grâce au pouvoir logique de la raison, de se rendre, dit Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Il faut bien remarquer toutefois que le point de départ de Descartes dans sa recherche du vrai consiste à douter des apparences, à se défier de l'expérience commune. Il déclare le sensible trompeur, parce qu'en lui, rien ne permet de démêler l'apparence de la réalité. Pour s'assurer du vrai, il convient donc de s'appuyer sur le seul pouvoir logique et conceptuel de la raison. Cette coupure théorisée entre le sensible, ou l'expérience vécue, et la raison logique implique qu'il y a deux ordres de réalité. L'ordre du vécu,
celui de l'existence effective, et l'ordre de la connaissance et du savoir technique. Ces deux ordres ne se rejoignent jamais. Il est impossible de réduire l'un à l'autre. Il y a le monde perçu, dans lequel nous vivons, et par ailleurs, ce que nous savons de ce monde, dans une différence insurmontable avec ce que nous vivons. Autrement dit, dans la théorie moderne, théorie des sciences, il y a dans la théorie moderne, le concept est l'impossible du réel, et le réel, l'impossible du concept. En résumé, dès le début du développement de la science moderne au XVIIe siècle, il est établi que la réalité scientifique est une réalité construite. Avec les sciences contemporaines, il apparaît que la réalité scientifique n'est pas homogène. En fonction de l'échelle à laquelle on l'étudie, les méthodes changent et même le raisonnement doit transformer totalement les cadres d'analyse. L'incertitude n'est plus un état provisoire lié à la limitation momentanée de nos capacités de connaissance. L'incertitude est objective, comme en conviennent nombre de scientifiques. Il semblerait donc, note Jean-Luc Nancy, que la représentation de la science comme maîtrise d'un réel unique se dissipe. Autrement dit, ça n'est pas simplement une crise, c'est un changement de monde que nous vivons. Et un changement où on voit des choses s'effondrer, mais où on ne voit pas encore ce qui arrive vers nous. Si il est vrai que la maîtrise d'un réel unique, l'idée de la maîtrise d'un réel unique se dissipe, ce serait, et c'est déjà, la possibilité d'un extraordinaire espoir. Que soit admis qu'il y a de l'incommensurable, que calculer n'est pas penser, que prétendre à la maîtrise du vivant procède de l'hubris, c'est-à-dire de la folie, de la démence. Car c'est la collusion du savoir rationnel et du pouvoir d'agir sur la nature pour la modifier qui explique que les sciences aient perdu la mesure de l'homme dans le mouvement même qui fit de l'homme la mesure de toute chose. Ce serait certainement d'abord la consécration de la médecine, si cela était vrai. La médecine, cette étrange pratique du soin qui se présente comme un art au carrefour de plusieurs sciences, plutôt que comme une science proprement dite, selon la définition de Georges Canguilhem. La médecine, un savoir-faire donc, alliant connaissance théorique et action, sans cesse confrontée à la vulnérabilité et à la mort par la clinique auprès du malade. Confronté donc à l'homme là où il est face à ses limites, ou à la limite, la mortalité. Si les impasses de la connaissance moderne sont reconnues comme telles, le système de soins actuel, dominé par l'alliance objective de la rationalité biomédicale et de la rationalité gestionnaire, c'est-à-dire par un système de calcul, devrait pouvoir se réformer en profondeur en dépassant la séparation étanche entre l'ordre du savoir, rationnel objectif, et l'ordre du vécu, de l'existence effective et affective. Corps et pensée ne pourraient faire qu'un, ils ne font qu'un d'ailleurs, c'est l'unité du vivant. Ainsi pourrait se réaliser le beau projet de soigner humain ou soigner l'humain, qui plaide pour que soient restaurées les conditions d'une pratique médicale prudentielle. Car en médecine, la phronésis, c'est-à-dire la réflexion, la sagesse pratique, est le mode de connaissance et d'action requis dans les situations
que leur singularité et leur complexité chargent d'une grande incertitude. Cette réflexion pratique prête attention à la personne dans son irréductible singularité. Il ne s'agit pas, en insistant sur la clinique, de nier l'essor et l'intérêt de la biomédecine, qui a permis de considérables avancées. L'allongement de l'espérance de vie et la chronicisation des maladies naguère mortelles en témoignent. Ces incontestables progrès ne doivent cependant pas cacher que la technicisation a favorisé le désintérêt pour le corps malade et drastiquement restreint le temps dévolu à l'écoute du patient. Et je dis patient parce qu'il faut parfois effectivement de la patience. Cette évolution a fait progressivement du malade une sorte de machine humaine potentiellement réparable, mais d'emblée disqualifiée, car le récit du ressenti ne présente guère d'intérêt face aux paramètres objectifs. Or, à mesure que la technomédecine l'entraîne vers une chosification croissante de son corps, le patient voit son unité de personne se défaire. Et cela au moment même où il ne se retrouve ni dans la vulnérabilité révélée par la maladie, ni dans le discours médical centré sur le corps biologique, qui n'est pas le corps vécu. La déshumanisation industrielle redouble le processus de l'objectivation médicale. Mise à mal du sujet, du coup, supposé être capable de raisonner opportunément, autonome, libre et responsable. Le malade est d'abord un être vulnérable qui cherche de l'aide pour faire face à ce dont la société contemporaine se détourne, la mort. Merci Madame Fournier. Le docteur Bernard Lange va nous parler de la relation de soins chez les patients dyscommunicants. Alors, le docteur Bernard Lange est neurologue et il dirige, entre autres choses, une structure de long séjour et de prise en charge de... Alors, comment il faut dire maintenant, c'est plus la réadaptation, c'est des éveils, non mais la réadaptation fonctionnelle, c'est fini, ça s'appelle plus comme ça. SMR, voilà. Donc les patients qu'on a rencontrés, ça fait une trentaine d'années qu'on fait le service d'éveil dans le service de rééducation, donc post-réa, suite à la neurochir, la réa. Mais j'ai eu des expériences sur les maladies d'Alzheimer et on trouve les mêmes phénomènes. Donc on a des dyscommunicants dans les troubles de la conscience, qu'on appelle la conscience altérée, les troubles de la vigilance, cognitifs, on verra tout à l'heure, émotionnels, comportementaux et même une vulnérabilité culturelle et sociale qui entraîne les troubles de la communication. Et on retrouve sur le plan pathologique toutes les pathologies, les pathologies classiques. Alors déjà, une petite ouverture de la relation du soignant. On en parlait tout à l'heure, les difficultés du soignant. Le soignant, il est écartelé entre une relation singulière du soignant et une relation avec ce système qui devient de plus en plus compliqué. Et autrefois, on avait une relation soignant-soigné, singulier, le médecin traitant, la famille, l'infirmière. Et là, on lui oblige, avec bureaucratie, sans bureaucratie, à s'intégrer dans un système et dans un parcours. Et donc, qui devient de plus en plus compliqué. La relation linéaire, c'est la relation électrique, comme vous voyez. La relation interactive, c'est la relation de l'informatique. C'est Facebook, mais c'est également télécommunication, comme tu disais, Laurent. C'est qu'on va voir qu'elle ampute la communication d'une nombreuse péri et non verbale, et ce qui entraîne donc des situations un peu aberrantes dans la relation avec le patient. Et dans la relation transactionnelle, quel est son intérêt? C'est que quand vous émettez une information, le récepteur va modifier l'émetteur et l'émetteur va modifier de façon verbale, périverbale et non verbale. Et c'est la relation, le regard, la position, on le verra tout à l'heure. C'est un élément essentiel dans la clinique,
Et on verra tout à l'heure que c'est intéressant parce qu'on a un modèle et ce modèle doit tenir compte de cette relation transactionnelle. Donc c'est un DPC que je passe dans mon service avec les thérapeutes, les soignants pour les intégrer dans cette relation soignant-soigné. Sinon, il y a une détresse, un burn-out, une fuite. Et cette formation et cette relation qui est quotidienne dans la formation, qui se fait autour d'un patient virtuel avec les vidéos et l'audio et qui sont présentés et qui permet d'analyser le verbal, le périverbal autour de l'équipe et qui, on a vu tout à l'heure, permet de fédérer l'équipe et de les sortir de leur propre angoisse. Et en complément, quand on a un décès ou quand on a décidé de modifier le parcours du patient, ça se fait de façon collégiale pour exprimer leur souffrance, mais également la relation qu'il existe entre le soignant et le soigné, vous verrez tout à l'heure, et qui exprime donc la souffrance du soignant, mais la souffrance du soigné, et qui permet d'orienter. Donc, quand on a une relation clinique entre le soignant et le soigné, on a trois approches. La relation intérieure avec soi-même, on a parlé tout à l'heure de vocation, c'est le regard sur soi-même, le regard sur la communication elle-même avec le modèle, et puis le regard sur les interactions non verbales. On va aller, comme Michel me disait d'aller vite, je vais aller vite, mais ça vous permet de flasher. Dans le premier regard sur les relations interpersonnelles, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et donc il faut bien, et on explique ça, que ce soit l'aide-soignante, le kiné. Voilà. On explique ça aux soignants et qui permettent donc d'analyser la relation interpersonnelle qu'ils ont avec eux-mêmes et qui permettent donc d'analyser le concept qu'ils ont par rapport à eux-mêmes, leur vocation, leur souffrance. Il est évident que si une jeune fille reçoit un jeune de l'âge ou qui ressemble à son frère ou à son mari, c'est différent qu'une personne âgée, et donc il y a une relation qui est une relation affective et qui permet donc d'analyser le concept du soi, c'est-à-dire mon moi. Deuxièmement, mon moi idéal, ce que je dois faire, et l'idéal personnel est stable, ma relation que je vais faire, que je vais stabiliser. Donc, regard intérieur. Alors, donc, je vous rappelle, donc, on a une émotion, le moi qui est l'émotion, et puis deuxièmement, on a un moi autobiographique qui permet d'analyser sa relation avec l'autre par rapport à son vécu, le vécu antérieur, la projection, et il est évident que c'est des éléments qui doivent être retenus, et surtout, faire une auto-analyse pour pouvoir avoir cette relation transactionnelle, c'est-à-dire que le patient va vous envoyer des informations et vous devez être conscient des transformations qui vous a entraîné pour pouvoir créer une relation avec le patient. Et on verra que le patient peut envoyer des éléments qui sont perturbateurs. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des lésions cérébrales, des syndromes frontaux, il va renvoyer des informations que vous avez du mal à décoder. La perception, voilà. La perception, on n'a pas une perception, il y a des perceptions. Vous voyez des choses différentes, là, certainement. Vous voyez soit la jeune fille, soit la personne âgée. C'est une image qui est simple, que vous connaissez, mais renvoyée dans les situations complexes. Et si en plus le malade a des troubles cognitifs, vous voyez les perturbations qu'il peut entraîner et la relation qu'il va vous envoyer et la relation que vous avez renvoyée. Et donc vous allez perturber cette relation interpersonnelle. Et puis les émotions. Donc vous savez qu'il y a l'émission primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, l'agressivité, la jalousie et l'émotion, qui est l'émotion d'arrière-plan de Damasio, c'est-à-dire la sensation de bien-être, de mal-être dans une situation donnée. Aussi bien, et ça c'est très important, pour le soignant que pour le soigné. Et là on est dans une relation personnelle d'analyser ces phénomènes par rapport à un environnement.
Et donc, je vous rappelle aussi, si on reprend Damasio, pour ne pas le citer, que vous avez des usines à émotions qui sont les émotions, les répilations, les dilatations de la pupille, la tachycardie, la bradycardie, que vous devez percevoir en vous-même et que vous allez voir tout à l'heure, que vous devez percevoir chez le patient. Et donc, on a du langage verbal, non verbal, qu'on verra tout à l'heure. Donc, on en était donc à cette notion d'analyse de soi-même, d'analyse de soi-même avec les vocations, les perceptions émotionnelles, quelle est la stratégie qu'on veut avoir et quelle est la position que je vais avoir, tant sur le plan cognitif, émotionnel et social. Et de là, je vais créer une communication qui va être reçue par un récepteur. Et ce récepteur, on doit avoir analysé, on verra tout à l'heure, un modèle qui est un récepteur qui va être capable de recevoir les éléments verbaux, non-verbaux ou périverbaux. Donc je vous rappelle que le langage est très... Donc, je vous rappelle donc 7% de verbal pur, 38% de paraverbal et du non-verbal. Et vous savez qu'il y a un mot, si vous le dites dans un milieu intime chez vous, aura des valeurs ou un sens différent que si vous êtes dans la rue avec une agressivité sous-jacente. Donc le mot, en tant que, je ne dirais pas le mot, le mot dans son contexte va être tout à fait en dehors et le patient, qu'est-ce qu'il va comprendre dans cette relation verbale, non-verbale et périverbale. Vous avez des postures, la position, l'environnement, que vous avez systématiquement analysé en tant que clinicien et vous allez recevoir une information et vous allez réadapter votre action, votre langage, donc votre diagnostic et votre perception, on a dit tout à l'heure, votre stratégie. Donc l'environnement culturel, les relations que l'on a, donc il est évident que c'est des éléments cliniques qu'on nous a appris ou qu'on doit avoir appris et qui est dans le quotidien et l'expérience de notre prise en charge quotidienne. La communication non verbale, donc, elles sont en fonction de la distance, en fonction du toucher, en fonction de l'habit, en fonction de l'environnement, du claquement de porte. Tous ces éléments sont essentiels. D'être deux au lieu d'être seul, c'est la relation singulière, une relation qui rapidement peut être prise pour une agressivité ou au contraire comme un échange. Et donc après, ce qu'on appelle, ça c'est des photos de, comment il s'appelait, Desmond Morris, sur les hypersignaux et les hyposignaux. Et on peut avoir un hypersignal qui correspond dans une situation à un signal particulier, mais également peut être différencié dans une situation différente. C'est souvent le clinicien qui doit créer son environnement pour permettre de créer une information et être sûr de la canaliser. Oui. Voilà, donc ce sont vous avez les aspects non verbaux que vous connaissez, et puis les aspects culturels que vous devez connaître. En Italie ou en Suède, vous n'avez pas les mêmes gestes ou les mêmes phénomènes. Donc distance, toucher, orientation, distanciation, envahissement, ce qui est pris pour un aspect d'accompagnement peut être pris un aspect d'agressivité ou d'engagement, et les canaux multiples, c'est-à-dire de ne pas se retrouver seul ou se retrouver seul. Si vous parlez de sexualité sur un paraplégique, évidemment que vous allez créer un environnement, vous n'allez pas vous trouver à 10 autour du patient. Écouter ou entendre, non, vous connaissez, il y a une posture pour entendre, une posture pour écouter, et là vous avez également des situations que vous induisez. Je vais aller plus vite après, Michel. Donc, regard et interaction, donc intimité à la distance, donc on va faire une analyse intimité à la distance, qui va vous avez les stades classiques, les stades, vous ouvrez la porte, une stade de découverte, vous allez renforcer par le discours, vous allez créer une fusion ou une distance, vous allez faire un engagement, vous allez différencier pour faire la différence entre les deux, et donc vous allez avoir des phénomènes qui sont stratégiques.
je passe pour aller plus vite. Donc, quand vous avez donné ce regard disons verbal, vous avez donné une stratégie, vous allez après résoudre la relation de conflit qui peut être due soit à la non-compréhension, soit à la notion de non-compréhension, mais également d'intervention ou de maladresse de la part du clinicien. Et puis il y a le groupe, qui sont des groupes, soit c'est un groupe hospitalier, soit c'est dans le cadre d'une maison de santé, soit c'est à la maison. Vous allez avoir à gérer la famille, à gérer le groupe, le groupe hospitalier. Vous avez donc des situations agréées pour pouvoir créer une vraie communication. Et donc, vous allez avoir, après, et je finis, des modèles. Évidemment que si vous avez une atteinte gauche, ce n'est pas pareil qu'une atteinte droite. Il va y avoir du trouble du langage. Si vous avez une atteinte frontale ou une atteinte postérieure, vous allez avoir ce qu'on appelle dysexécutif, l'incapacité de contrôler, d'anticiper l'émotion, le social. Et l'autre, c'est l'incapacité de recevoir des informations. C'est pour ça que je vous ai mis un cerveau postérieur qui reçoit les informations et un cerveau intérieur qui gère, qui anticipe, qui contrôle, qui anticipe. Et on voit que nous, on a des gros traumas crâniens non frontaux qui ont ces pathologies. Et puis, on rentre dans les trucs classiques, droit, gauche. Et les infirmières, si elles ne savent pas où est la lésion, je vais les voir à part et j'ai dit, oui, 5 minutes. Ouais. C'est 5 minutes que c'est fini. J'arrête. Ouais, moi, je suis le dernier, là. OK. Donc, je finis après la demande de Michel. Alors, donc, on a élaboré ces communications verbales qui sont chaque point correspond à chaque thérapeute. Et chaque thérapeute, dans le temps et dans des espaces thématiques de relations, mettent leurs points de façon donc quotidienne qui nous permettent à ce moment-là, au niveau de l'équipe une fois par semaine, d'identifier la relation qu'il y a eu, la relation individuelle, la relation de groupe, ça fait partie de 3 ou 4 systèmes, et qui nous permettent d'identifier des diagnostics de troubles relationnels, du comportement et d'identité, et qui nous permet de prendre en charge le malade de façon hebdomadaire qui permet d'identifier. Voilà. Donc, c'est pour vous donner je finis là, on a tendance à, de plus en plus par le système collectif hospitalier, avoir une approche bureaucratique. Il est évident que la relation singulière, elle doit être identifiée par la relation de chaque individu de l'équipe pour pouvoir ramener l'information, pour pouvoir recréer une stratégie et pouvoir donner une identité globale, holistique de ce patient et non pas se fixer, comme tu as dit, sur une maladie ou sur un déficit, sur une hémiplégie, mais sur une approche globale qui va être rassemblée par tous les intervenants autour et dont l'aspect non verbal, c'est-à-dire périverbal et de situation, est souvent plus important que le diagnostic verbal, qui souvent est le seul qui est tracé sur le dossier médical et donc qui perd au moins la moitié des informations. Merci. Désolé de t'avoir bousculé, mais tu nous avais préparé quelque chose qui pouvait durer 1 heure, là, quand même. Oui, bon. Merci. Donc, pendant que Jacques est en train de mettre en place son ordinateur, et pour ne pas prendre trop de retard, parce que sinon, il n'y aura plus personne quand on va faire la table ronde. Donc, s'il y a 1 ou 2 questions pour les interventions que vous avez entendues, est-ce que quelqu'un veut poser une question sur le sujet ? Alors, s'il n'y a pas de questions sur le sujet, nous allons passer, je vais demander à Pascaline Rocher de venir avec moi et on va se mettre à la table ronde et on va vous demander l'un des objectifs des réunions des structures éthiques aussi, c'est finalement d'échanger. Et vous êtes
pour certains d'entre vous des participants à des comités d'éthique ou à des instances éthiques locales. Et comme va le rappeler Jacques, l'espace de réflexion éthique a un certain nombre de missions qui sont des missions institutionnelles, parmi lesquelles celle d'être des observatoires de la réflexion éthique en région et d'autre part de faciliter le développement de la diffusion de cette réflexion éthique. Et donc il nous a semblé en particulier que la réunion d'aujourd'hui pourrait être un moment d'échange, puisque nous avons échangé sur les valeurs du soin, et un moment d'échange autour de la façon dont nous pourrions diffuser la réflexion éthique et participer à d'abord recueillir vos attentes et ensuite, en fonction de nos possibilités, apporter des réponses. Alors, Jacques va donc présenter rapidement, je pense, les missions, et ensuite nous aurons une présentation également de Véronique Averrousse, qui est la directrice du site de Bordeaux de l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, et qui nous parlera de quelques expériences qu'ils ont mises en place, justement, puisque l'objectif est d'essayer de voir ce que l'on peut faire, et en particulier qui nous parlera d'une équipe mobile d'éthique. Voilà, donc Jacques. Merci. La communication visuelle va plus vite que la communication verbale. Alors je vais passer rapidement les images pour que Véronique puisse avoir son train. Notre souci, c'est de répondre à vos besoins et à vos attentes. Donc, on a simplement souligné en jaune les rubriques de nos missions, celles des espaces de réflexion éthique, qui peuvent avoir directement un lien avec vos structures d'éthique locales ou régionales. Sur ces missions, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent en Occitanie? Nous avons accompagné les structures, par exemple avec cette journée que nous faisons depuis 2013, qui veut favoriser les échanges avec vous. La mise en réseau par la cartographie sur le site web. Vous la connaissez, si vous allez sur le site, dans la rubrique « La réflexion éthique en Occitanie », la cartographie de la région s'inscrit, et en cliquant sur chaque petit point, vous avez les structures d'éthique avec leurs référents. Merci de nous aider à la tenir à jour en remplissant les formulaires qui sont dans les dossiers. Nous vous assistons aussi, s'il le faut, à créer des structures d'éthique de réflexion dans la région. En vous accompagnant à la demande sur place, on a reçu encore 2 ou 3 demandes pour les prochaines semaines ou mois et on est toujours à disposition et on l'a fait déjà en beaucoup de sites de la région, aussi bien sur la partie est de la région que sur la partie ouest, en fonction des sites qui nous sollicitent. Nous mettons à disposition des personnes ressources. Vous en avez vu ici quelques-uns s'exprimer aujourd'hui et si vous avez des besoins pour faire des communications ou des conférences dans tel ou tel domaine, nos correspondants habituels sont à votre disposition. Et puis, nous mettons à votre disposition aussi de la documentation. On a mis ici 3 petits guides, dont vous pouvez trouver quelques exemplaires à la sortie. Ils sont tous téléchargeables sur le site. Et nous n'avons mis là que les 3 qui correspondent un peu à la mission d'aujourd'hui, c'est-à-dire développer la réflexion éthique localement. Nous avons aussi sur le site toutes nos vidéos, toutes les conférences qui ont eu lieu aussi bien à Montpellier qu'à Toulouse, qu'à Nîmes, dans la région, qui ont été enregistrées, sont sur le site. Ceci est la capture d'écran de la situation actuelle du site, qui est bien sûr centrée sur les débats de fin de vie qu'on est en train de lancer, qui ont déjà un peu commencé à Montpellier. Vous avez les annonces pour les prochaines dans les prochains jours, mais vous avez également toutes les vidéos antérieures que vous pouvez utiliser pour animer vos propres débats sur place. Nous avons également des formations. Dans la rubrique formation, en haut à droite du site, vous trouvez des DU, des DIU, des réflexions éthiques pour des formations à la réflexion éthique pour le grand public, puisque nous avons aussi cette mission, et puis des auto-formations avec des modules professionnels et étudiants, par exemple. Ils sont à votre disposition. Nous pouvons venir s'il faut les commenter, mais vous pouvez les utiliser sans notre présence, si cela vous est commode. Enfin, nous avions mis en place à la demande du Comité consultatif national d'éthique en 2020 une cellule de soutien éthique. Alors, j'insiste bien sur les termes, et en particulier de soutien éthique, car nous n'avons pas, dans notre esprit vocation, à devenir un comité régional d'éthique. Mais la cellule de soutien éthique est susceptible d'aider les sites locaux dans leur réflexion. Alors, on peut trouver des modalités d'organisation, et on en parlera tout à l'heure, mais pour le moment, elle a fonctionné avec 18 à 20 membres de professions très variées qui se sont réunis en visioconférence et qui ont essayé de répondre
aux sollicitations qui nous avaient été soumises. Nous avons eu 6 à 8 réunions au début, puis ça s'est espacé. Actuellement, la cellule est en sommeil, mais elle est prête à être réactivée selon vos besoins. Nous avons également créé, et c'est sur l'exemple de l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine qui avait créé une cellule de ce type quelques jours ou semaines avant nous, un service d'accompagnement, d'écoute et de dialogue éthique, SAED, en partenariat entre l'espace de réflexion éthique et France Asso Santé. Nous avons, dans une année, un peu plus d'un an, 14 mois, répondu à 100 sollicitations à peu près, qui ont contribué à apaiser ou à renouer le dialogue entre des responsables d'établissements médico-sociaux, en particulier des EHPAD, et des familles ou rarement des résidents. Là aussi, cette cellule existe toujours, elle est beaucoup moins sollicitée, d'ailleurs pas depuis 2 ou 3 mois, mais elle est toujours susceptible d'être réactivée en cas de besoin. Il y a des dispositifs qui sont proposés dans d'autres régions et qui sont un peu différents d'une autre. J'en ai mis 2 en exemple. L'un qui concerne la partie est de Paris, qui a une plateforme de ressources éthiques de territoire, c'est-à-dire une sorte d'équipe mobile et de consultation d'éthique clinique qui est à disposition de différents établissements. Je pense que Véronique pourra préciser beaucoup mieux que moi ce qui se passe dans la région de Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine. Et puis je voulais aussi vous signaler une étude qui a été faite en Bourgogne-Franche-Comté où un questionnaire a été adressé à 500 personnes liées à des espaces de réflexion éthique de la région et des établissements et d'où il ressort qu'il y a une forte demande pour des équipes mobiles d'éthique. Alors, ceci pose des questions multiples et en particulier de moyens pour répondre aux sollicitations, pose aussi la question de la vocation des espaces. J'ai dit au début que nous étions plus favorables à aider à la réflexion qu'à faire une réflexion pouce-bouton à la place des uns ou des autres, mais il faut reconnaître qu'il y a une forte demande dans la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai mis en bas 2 conditions que les utilisateurs potentiels mettent en avant et qui sont, à notre avis, une des difficultés. L'équipe doit pouvoir se déplacer jusqu'à l'établissement et l'équipe doit aller à la rencontre des patients et de l'approche, c'est-à-dire que c'est vraiment une équipe mobile qu'il faut être capable de mettre en place. On verra tout à l'heure dans la discussion si c'est le cas. Je m'arrête là et je passe la parole à Véronique Avaros. Un grand merci Jacques, merci beaucoup Michel Canet pour cette invitation de Bordeaux jusqu'à Toulouse. Merci à vous. Voilà, donc effectivement, ces équipes mobiles d'éthique clinique, l'étude qui a été faite à Besançon est intéressante parce que c'est la question d'une équipe mobile d'éthique clinique à partir des espaces de réflexion éthique, si je comprends bien. Là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une équipe mobile d'éthique clinique du comité d'éthique du CHU de Bordeaux. Bien évidemment, il y a eu des liens avec l'espace de réflexion éthique et je vous donnerai quelques exemples où on voit qu'il y a des liens qui sont serrés entre les comités d'éthique et les espaces de réflexion éthique pour faire fonctionner ces équipes mobiles d'éthique clinique. Donc je vais vous le contextualiser, mon propos sera court, environ 10 minutes à un quart d'heure. Et ensuite, si je peux rester, j'ai un train à 17h20, donc je ne sais pas à quelle heure je pars, mais je resterai jusqu'à 17h, je pense. Donc ça devrait aller. Pour la table ronde, je veux dire, ou les questions. Donc, un petit historique du comité d'éthique du CHU de Bordeaux vers une équipe mobile d'éthique clinique et aussi la création d'un comité d'éthique de la recherche. Mais ça, c'est parallèlement, c'est subsidiaire. Donc, le comité d'éthique du CHU de Bordeaux, bon, vous savez qu'il y a des obligations de mettre en place une instance éthique. C'est inscrit dans le Code de la santé publique. Je ne me rappelle plus exactement à quel niveau, mais en tout cas, c'est inscrit. Ce sont les modalités qui sont absolument libres. Vous faites comme vous voulez pour structurer votre instance. Autour de la question de la réflexion éthique et concernant les soins et l'accueil des personnes. Donc, sur le CHU de Bordeaux, ce comité d'éthique existe depuis 2010. Il est structuré, bon, c'est un gros CHU, certainement comme à Toulouse, un bureau de 20 membres et une assemblée de 60 membres. L'assemblée, il suffit juste de signer une charte de confidentialité pour faire partie du comité d'éthique, avoir un intérêt pour la réflexion et avoir envie de s'engager.
il y avait en général, et de façon un peu chronique, et d'ailleurs il y a une étude de Besançon qui a montré ça, très peu de saisines cliniques pour le comité d'éthique, de 0 à 4 par an, de saisines cliniques, hein, et environ une dizaine de demandes d'analyse d'articles, d'avis sur des projets de recherche, hors loi Jardé, puisque la recherche qui rentre dans le cadre de la loi Jardé doit passer par un CPP, qui on l'a vu tout à l'heure, qui n'est pas forcément une réflexion éthique, mais pour répondre à des impératifs juridiques. On a mis en place aussi des réunions à thème ouvertes à l'ensemble des professionnels de santé, donc autour de Maastricht 3, de la PMA, des PN, médecine narrative, choix de sexe et assignation, etc., etc. Bon, des choses classiques. On a pressenti la nécessité de répondre aux demandes d'avis d'éthique au plus près des équipes demandeuses. Parce qu'en fait, nos saisines, certainement, ont été lourdes en fait, pour la mise en place, puisque il y avait une demande qui émanait d'un service. On souhaitait que ce soit pluriprofessionnel. Donc, trouver une date qui corresponde au service, plus qui corresponde au moins à un juriste, à un philosophe, etc. On se retrouvait à donner une réponse dans les 15 jours, avec des réunions où il y avait une quinzaine de membres du comité d'éthique qui étaient là, et 2 personnes, et en général le chef de service et la cadre, qui venaient exposer la situation. Donc ce n'était pas satisfaisant. Donc, d'où la nécessité qu'on a pensé progressivement de répondre aux demandes d'avis d'éthique au plus près des équipes demandeuses. L'existence, alors, voilà, de répondre à ça. Aussi, il y a quelque chose qui maturait, mais peut-être que ce sera dans une autre diapositive, autour de certains membres de l'ERENA qui faisons partie aussi du comité d'éthique, où on a été à des réunions d'éthique clinique, les journées d'éthique clinique de l'école Cochin. Dans les réunions des espaces de réflexion éthique, on a rencontré nos collègues, notamment ceux de Strasbourg, qui nous racontaient que leur équipe mobile d'éthique clinique était organisée sous forme d'astreinte, et avec l'espace de réflexion éthique qui soutenait cette équipe mobile d'éthique clinique qui dépendait du comité. Vous voyez les liens un petit peu. Donc tout ça, ça a commencé à maturer dans nos esprits. L'existence de professionnels du CHU plus nombreux à être formés en éthique, DU, master, on a donc une université de philosophie sur Bordeaux qui a un master donc en sciences éthiques et santé. Et donc, de plus en plus de professionnels étaient formés. La nécessité pressentie de redynamiser l'assemblée du comité d'éthique. Avec le peu de saisines, finalement, il y avait une assemblée qui s'essoufflait. La nécessité d'un groupe spécifique pour répondre aux saisines relatives à la recherche. Je vous ai dit que ça, c'était quelque chose qui était parallèle, mais qui marche tellement bien que je ne peux pas ne pas le citer non plus. Donc, on a mis en place cette équipe mobile d'éthique clinique après s'être renseigné. Donc, sous forme d'une astreinte, d'un binôme, médecin, autre professionnel. Alors, on s'est donné comme règle a priori, mais ça, ce n'est pas le cas de Strasbourg et chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais nous, on pouvait le faire, c'est-à-dire que ce binôme est constitué de personnes qui font partie du comité d'éthique et qui sont formées en éthique, au moins un DU. On peut répondre, donc le médecin responsable de ce binôme dans sa semaine d'astreinte répond dans les 48 heures aux demandes des équipes qui ont fait leurs demandes sur notre logiciel, comme toutes les autres demandes des autres équipes mobiles, soins palliatifs, cicatrisation, etc. Ensuite, donc, dans les 48 heures, une réunion est organisée dans le service lui-même. Donc le binôme se déplace dans le service et c'est exactement l'inverse qui se produit. Au lieu qu'il y ait 2 personnes du service et une dizaine de membres du comité d'éthique, il y a ce binôme et l'ensemble de l'équipe et on procède à la classique éthique de la discussion où on est en même temps, on aide les professionnels à problématiser. Les méthodologies, il y en a plein, on pourra en discuter. On utilise une méthodologie, mais il peut y avoir d'autres formes de méthodologie. Mais en tout cas, autour de la question de l'éthique de la discussion pour faire émerger et structurer cette réflexion. Le compte-rendu est fait en suivant sur la demande dématérialisée et on fait le compte-rendu en suivant. On a fait des petites cases qu'on remplit. Et il y a une reprise en réunion mensuelle de l'Assemblée du comité d'éthique de ces situations pour continuer à faire réfléchir le binôme et certains membres du service peuvent être invités à ces réunions s'ils le souhaitent.
Bon, là, je vous passe très vite le flyer. On a cherché une image qui pouvait signifier... On arrive dans quelque chose qui est extrêmement complexe et après, on arrive sur une solution qui sera toujours transitoire et fragile. Voilà, bon, là c'est comment ça fonctionne. Un bilan d'activité. Alors, on est passé, je vous le passe et je vous en dis 2 mots, on est passé finalement de 0 à 4 saisines cliniques à une vingtaine de saisines cliniques par notre équipe mobile d'éthique clinique. C'est en même temps beaucoup et peu, mais c'est beaucoup mieux déjà que ce qu'il y avait initialement. Et les réponses sont beaucoup plus pratiques et beaucoup plus rapides. On n'a pas fait de communication, mais il y a un besoin qui est certainement supérieur et c'est une offre de soins de l'équipe. On en dira 2 mots parce qu'on a pris pour partie, contrairement à d'autres équipes mobiles d'éthique clinique, parce que j'ai vu qu'il y avait une demande que les patients et les familles puissent être rencontrés, et là il y a vraiment un questionnement autour de cela. Certaines équipes mobiles d'éthique clinique rencontrent les patients et les familles, et nous on a pris le parti, comme l'équipe mobile de Strasbourg et comme un peu l'école Lazare Benaroyo en Suisse, de ne pas rencontrer le patient et les équipes. On part du principe que c'est le service qui les prend en soin, que nous, on aide nos collègues qui se retrouvent dans une difficulté, soit de prise de décision, soit de mise en place d'une décision qui a été prise, un peu pour détricoter. Je vous donne quelques exemples de saisines de l'EMEC qui sont... Certains sont marquants, la première en particulier. Doit-on accepter le don d'un rein d'un jeune homme à son père, celui-ci ayant une indication de greffe rénale préemptive? Son insuffisance rénale est terminale, mais il n'est pas passé par la dialyse. Donc il y a une indication qui est très intéressante avec finalement un pronostic qui est excellent dans ces situations-là. Donc l'indication à la greffe, elle est évidente. Il y a une compatibilité entre le père et le fils. Pas de problème éthique. Enfin si, classique des greffes. Sauf que le receveur ne veut pas se faire vacciner et refuse impérativement le rein de tout donneur qui serait vacciné. Donc il impose à son fils de ne pas se faire vacciner alors que son milieu professionnel le lui demande, de ne pas se faire vacciner avant qu'il ait donné son rein. C'est une situation extrêmement compliquée et le fils... a priori, a bien compris les enjeux. Le père, a priori, a bien compris tous les enjeux. Et vraiment, il y a une forte poussée pour que ça se fasse quand même. Et donc, on a été appelé dans ce cadre-là. Et c'est la seule situation pour laquelle, en accord avec le service, le patient a été rencontré. Le patient et le père a été rencontrés, mais pas uniquement pour qu'il y ait une assurance supplémentaire d'être sûr que le père et le fils avaient tout entendu, avec une très très bonne relation entre le père et le fils et un désir très fort du fils de donner son rein au père, et donc avec le risque effectivement qu'il donne son rein pour rien si ce dernier fait une Covid grave, d'autant qu'il est sous immunosuppresseur. Autre exemple, doit-on amputer le membre inférieur à une dame qui présente une nécrose sur artériopathie alors qu'elle est sans famille, ne s'exprime pas clairement quant à son souhait réel? Bon, ça, c'est des choses très classiques qu'on rencontre souvent. Peut-on indiquer une chirurgie rachidienne pour rachialgie sur un site multi-opéré avec déjà de nombreux échecs chez une patiente qui le souhaite et le nécessite d'une certaine façon? Là, il y a, je vous dis, des choses qu'on a rencontrées. Et la dernière qui était aussi pas mal... sont 4 parmi les 20 sur un an. Hein. On en est à une vingtaine aussi sur 2022. Peut-on accepter une chirurgie de réassignation génitale non essentielle sur le plan vital, non essentielle sur le plan vital, mais indispensable sur le plan psychologique chez une personne de 51 ans en cours de transition hormono-chirurgicale, homme vers femme, qui présente malheureusement une tumeur cérébrale grave avec indication chirurgicale également, mais qui préférerait bénéficier de la plastie vaginale avant son intervention chirurgicale. Elle préfère mourir en femme plutôt que... Bon, voilà le type d'exemple, mais bon, c'est des choses classiques que vous avez rencontrées, mais on a pu répondre rapidement à ces situations en se présentant dans les services. Alors, et j'ai plus que 2 diapos, je vais aller rapidement.
la qualité à l'épreuve des faits et des résultats, une présence des équipes délibérant à la table de la discussion, c'est vraiment les équipes qui sont là, relativement à des situations délicates, permet une maturité réflexive, une amélioration de la gestion du parcours patient, une dynamisation de l'Assemblée du comité d'éthique, puisque du coup, ces réunions, elles sont vraiment organisées régulièrement tous les mois, et ce n'était pas lorsqu'il y a une demande de saisine, avec cette reprise des situations d'éthique. Un partage d'expérience. Donc, dans le cadre de cette équipe mobile d'éthique clinique, on a une petite histoire très rapidement d'un monsieur qui est arrivé en neurovasculaire avec suite à un accident vasculaire, hémiplégie et aphasie. Et la fille, qui est en région parisienne, a de suite appelé l'équipe mobile de Cochin pour dire « le service de neurovasculaire ne m'écoute pas, je considère qu'il y a une obstination déraisonnable et il faut absolument arrêter les soins chez mon papa ». Les neurovasculaires ont rencontré plusieurs fois cette jeune femme en disant « on n'est pas dans le temps de l'obstination déraisonnable, il peut récupérer, les neurologues le disent, les rééducateurs, etc. le disent ». Ensuite, j'ai le médecin donc, de l'équipe mobile de Cochin qui m'a appelé longuement pour me dire il faut expliquer aux équipes, enfin, je vais aller vite parce que sinon je vais aller dans des détails qui sont pas nécessaires. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a eu conflit. Voilà, il y a eu conflit entre nos visions et des choses. Et donc ce conflit-là a été positif puisqu'il a donné naissance à la 4e journée. L'école de Cochin fait tous les ans donc une journée des équipes mobiles, des consultations d'éthique clinique. Et donc du coup, on a organisé cette 4e journée sur Bordeaux en collaboration entre le comité d'éthique, la consultation, le centre d'éthique clinique de Cochin et l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, site Bordeaux. Voilà, donc bon, ça je vais passer, je pense que je vais m'arrêter là. L'objectif pour nous est de faire plus de communication et donc dans cette 4e journée d'éthique clinique, on a présenté la situation et justement l'enjeu était la réflexion éthique autour de la problématique de la rencontre ou non du patient et de la famille. Où je pense qu'il y a des arguments... on n'est pas arrivé tellement à élaborer autour de cette question qui me semblait absolument fondamentale. Je pense que chacun est resté un peu sur sa position, parce que je pense qu'il n'y a pas eu la mayonnaise n'a pas prise au sens de vraiment élaborer, problématiser et puis décortiquer les avantages et les risques de la rencontre d'une famille et du patient, et inversement, au contraire, de prendre le parti d'être là pour soigner l'équipe et non d'être là pour prendre en charge le patient. Voilà, je vous remercie beaucoup.